tata, mina mama. La liberté est têtue. Le désir humain de liberté est universel, ce pourquoi je lutte. Depuis les années 1990, le Gabon a manqué de nombreux rendez-vous avec l'histoire à travers des élections volées, sans que cela ne change rien à la relative passivité du peuple. Du temps de la splendeur du monopartisme, Omar Bongo nous offrait le triste et macabre spectacle d'exécution sommaire à Orlando, au bord de mer de Libreville. Ces exécutions étaient diffusées sur la première chaîne de télévision nationale dans les années 1980 sans que cela ne provoque la moindre révolte, la moindre insurrection populaire, encore moins le moindre mouvement d'humeur au sein de notre peuple. Et mieux, à la mort de cet homme, les Gabonais lui ont tout de même accordé la compassion due à un défunt. Les analyses hâtives y ont vu l'enthousiasme ignare d'un peuple qui ignore ses propres malheurs et se prend d'empathie pour ses bourreaux. En somme, pour ces brillants esprits à propos des Gabonais et de leur rapport à leurs dirigeants, on parlerait volontiers d'un cas extrême de syndrome de Stockholm. Mais lorsqu'on sort de ces interprétations unilatérales, on peut postuler que, par cet hommage, le Gabonais a exprimé par un acte simple ce qu'il a de plus complexe et de plus fondamental. Un désir de préserver son territoire en refusant la rancune, faisant ainsi valoir son riche fond culturel. Il rappelle symboliquement qu'il est un peuple constitué d'une cinquantaine de groupes sociaux linguistiques vivant en parfaite osmose et qui aspire à habiter le territoire Gabon et de lui définir un futur apaisé. En somme, un peuple qui veut construire une nation. Mais la violence exacerbée du pouvoir ne pousserait-elle pas ce peuple dans ses derniers retranchements? Peut-on construire une nation sur la base d'actes tels que celui du 31 août 2016? C'est cette date que l'histoire associera à la page la plus sombre de l'histoire de notre pays à ce jour. C'est à partir de celle-ci que tout observateur politique devrait se poser la question. What's changed? Qu'est-ce qui a changé? Cette question est la pierre de Rosette qui permettrait de décoder les causes profondes de la crise politique dans laquelle notre pays se trouve enlisé. Y répondre, c'est comprendre les causes endogènes et exogènes qui m'amènent à me battre au nom de la liberté. C'est définir le socle sur lequel repose toute cette littérature qui scande Urbi et Orbi. La liberté est têtue. Ce n'est pas simplement l'avènement d'une nouvelle génération de Gabonais. Ce n'est pas seulement une énième élection truquée en guise de déni de la souveraineté qui est l'apanage du seul peuple gabonais. Non, je n'y crois pas. Le Gabonais a changé au soir du 31 août 2016 lorsque des milices de la mort ont donné l'assaut au QG du président élu Jean Ping. C'est ce soir-là que le Gabonais a changé et c'est ce soir-là que le sort a été jeté. Voilà donc ce qui a changé. Le Gabonais a été choqué quand il a vu les images d'un char roulé sur un homme dont le seul crime fut de réclamer le respect de son vote. Le Gabonais a changé lorsque cet autre homme, Christophe Michael Adeke, a perdu son bras. Le Gabonais a changé quand cet autre compatriote des quartiers défavorisés, les Akébé, s'est vu criblé de balles et dont le corps a été traîné et exposé sur les réseaux sociaux. Le Gabonais a définitivement changé quand le corps sans vie du jeune Elvis Abaga a provoqué l'émoi collectif d'une diaspora qui a décidé de combattre cette violence d'État. Qui aurait cru, dans un contexte politique de tyrannie, que dans un contexte politique de tyrannie, un Gabonais se lèverait et crierait à visage découvert son désamour, voire son mépris pour Ali Bongo.
Disons-le une bonne fois pour toutes, les Gabonais ont changé quand Ali Bongo a ordonné la mise à mort de nos espoirs. Ces présidentielles d'août 2016 au Gabon ont été l'élection la plus transparente, mais surtout la mieux documentée de toute l'histoire politique de notre pays. En effet, il suffisait d'être en possession d'un smartphone pour avoir les résultats des procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote depuis le confort de sa chambre dans son appartement à Washington DC jusque dans les villages reculés tels que Kirinzambi et Lubinda Forêt, en passant par New York, Houston, Paris, Bruxelles, Dakar et encore Accra. D'une part, jamais de l'histoire de notre jeune démocratie balbutiante, une élection n'avait suscité autant d'intérêt dans la diaspora au point qu'aux États-Unis, au soir du 27 août, lorsque les résultats nous arrivaient de partout dans le pays de l'oncle Sam avec Ping comme vainqueur dans un pays traditionnellement acquis aux candidats au pouvoir, on se demandait « Could this be the day ?» Était-ce finalement le jour de la fin de la tyrannie, de l'amateurisme au sommet de l'État? D'autre part, au Gabon, l'enthousiasme était à son comble. Toutes les provinces donnaient Jean Ping vainqueur devant Ali Bongo, qui n'avait remporté la bataille électorale que dans une province sur 8, la 9e province, celle du Haut-Togoué, étant celle par laquelle il allait tripatouiller l'élection par le truchement d'un score soviétique sur lequel repose la forfaiture à ce jour. Pour faire bonne figure à l'international, le gouvernement gabonais avait même à son propre chef invité les observateurs internationaux via l'Union européenne pour superviser les élections afin de se donner un caractère crédible, transparent et donc légitime. Mais il n'avait pas pris en compte la soif d'alternance du peuple gabonais. Il avait encore une fois minimisé la farouche envie de liberté qui anime ce peuple depuis l'avènement de la démocratie. Cette élection venait donc sonner le glas d'une polarisation surannée du paysage politique gabonais, malheureusement en déphasage avec la complexité de sa propre réalité sociologique, culturelle et politique. Mais surtout, elle venait marquer la naissance d'un renouveau idéologique qui se voudrait en osmose avec les exigences vitales et les besoins primaires de l'échelle Maslow d'un peuple trop longtemps abusé par des slogans vantés ad nauseam du nouvel élan. En 1993, à l'avenir en confiance. En 2016, en passant par le plan stratégique Gabon émergent en 2009. Les Gabonais en ont marre de cet ersatz de démocratie et ils n'en veulent plus. Et l'expression de ce ras-le-bol, même si elle est matée au Gabon, elle a trouvé un écho favorable en Occident où la liberté d'expression est aussi indéniable qu'indubitable, notamment aux États-Unis où sévit l'activisme de la Dream Team composée de Jean Soukous Mikuma, Alain Serge Obama, Franck Joktan et moi. Nous avons assiégé l'ambassade du Gabon à Washington DC depuis août 2016 et offrant par le canal du live Facebook tous les vendredis notre vision du Gabon nouveau, conscient que les réseaux sociaux sont devenus le talon d'Achille des dictatures dans ce monde numérique dans lequel l'information circule à la vitesse de la lumière. Pour finir, à ceux qui continuent soi-disant de vivre comme si la situation chaotique du Gabon ne les concerne pas, au motif qu'ils sont relativement épargnés ou par leur confort matériel ou par leur semblant de situation avantageuse, je ne peux m'empêcher d'ajouter aux mots de Gramsci ces paroles poétiques et prophétiques de Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste.
Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. La liberté était disponible sur Amazon. Un livre de 163 pages. Voilà.